Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire Orientation Ose les métiers de l'industrie du futur qui nous conduit à nouveau chez Airbus Hélicoptère, mais cette fois-ci sur leur site de Paris-Le Bourget, puisque nous avons été l'année dernière au mois de mars sur leur autre site à Marignane. Alors, je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers à l'Institut Mines Télécom et l'IMT pour rappel, c'est un groupe d'écoles publiques, 7 grandes écoles d'ingénieurs et une business school. Et nous sommes présents sur tout le territoire. Alors avant de vous présenter le programme de cette émission, j'en profite également pour vous rappeler que ce webinaire orientation est une déclinaison donc du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur et je vous partage tout de suite un petit lien parce que n'hésitez pas à vous y rendre pour découvrir la richesse des métiers de l'industrie. Vous y trouverez donc 6 grandes fonctions clés de l'industrie: la recherche, la conception, la production, la maintenance, la supply chain, le big data et le management, à travers plus de 18 métiers dont vous retrouverez les voies d'accès, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Voilà, donc n'hésitez pas à en savoir un petit peu plus. Alors aujourd'hui, bien évidemment, dans cette belle entreprise, nous allons nous intéresser aux métiers du secteur de l'aéronautique à travers l'activité qui est réalisée pour concevoir, produire des hélicoptères. Alors, vous l'aurez aussi compris, hein, ce secteur de l'aéronautique eh bien, est en pleine croissance après avoir subi quand même un peu les affres de la crise sanitaire. Voilà, on peut dire que cette période un petit peu délicate est derrière nous. Et à présent, eh bien, voilà, l'aéronautique est à nouveau dans les feux, sous la lumière, pour pouvoir proposer, en tout cas, toute une série de métiers dont nous vous proposerons aujourd'hui quelques-uns pour mieux connaître, là aussi, peut-être des activités que vous n'imaginez peut-être pas trouver sur ce site-là, puisque tout aéronef, avion ou hélicoptère, eh bien, c'est une pluralité d'activités et de métiers pour tous contribuer à leur réalisation. Alors, on s'intéressera évidemment avec nos invités à leur métier, également leur parcours, hein, puisque vous savez que voilà, ce qu'on aime bien vous proposer, c'est la multiplicité, c'est la variété des parcours des uns et des autres, hein, simplement pour vous montrer, vous qui êtes derrière l'écran et peut-être au carrefour d'une orientation, eh bien que c'est pas toujours et au collège ou au lycée où on a la révélation sur ce qu'on souhaite faire, mais que parfois ce sont des parcours qui sont jalonnés par voilà, des chemins un petit peu différents, mais en tout cas tous peuvent vous conduire au secteur de l'aéronautique. Si c'est en tout cas un secteur qui vous passionne, eh bien il y a plein de moyens pour y rentrer. Alors, pour reprendre donc avec vous un petit peu le fil du programme qui nous attend, dans un premier temps, vous le savez, nous allons avoir voilà, un bon moment d'échange avec nos 10 participants qui, chacun, voilà, va un petit peu se présenter à vous, nous expliquer ce qu'il fait concrètement. Nous aurons ensuite une séquence avec notre partenaire l'ONICEP, qui va aussi vous donner quelques conseils d'orientation pratique sur les voies d'accès qui amènent au secteur de l'aéronautique. Et ensuite, vous aurez un temps d'échange avec tous nos invités qui vous sera proposé lors des 10-15 dernières minutes. Donc je vous invite dès la première prise de parole eh bien, à aller sur le petit onglet au bas de votre écran et à poser voilà, toutes les questions. On prendra le temps nécessaire en fin d'émission pour pouvoir les relayer auprès des personnes et ainsi pouvoir vous renseigner un petit peu plus sur tous ces métiers. Alors, sans tarder, eh bien, nous allons commencer par notre première invitée. Et donc, nous allons accueillir Amandine Fossard. Amandine est donc la DRH France d'Airbus Hélicoptère. Bonjour Amandine. Alors, écoutez, on va commencer comme pour tout le monde.
Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire, Amandine, quand vous étiez collégienne ou lycéenne? Non, je ne savais pas. Bah voilà, Enfin, j'ai eu différentes idées, mais finalement pas celles que j'exerce aujourd'hui. comme quoi, Donc, voilà. c'est possible. Alors dites-nous, quel a été finalement votre parcours de formation qui vous a conduit chez Airbus Hélicoptère? Alors, mon parcours de formation. Donc, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir sur notre site de Paris-le-Bourget, Airbus Hélicoptère. C'est avec beaucoup d'émotion que je introduis ce webinaire aujourd'hui parce que j'ai été, il y a quelques années en arrière, la DRH de ce site, au moment où nous avons construit cette usine flambant neuve, il y a 6-7 ans en arrière maintenant, et transféré les activités qui se trouvaient sur notre site historique de la Courneuve vers ce site de Paris-le-Bourget. Donc très heureuse de vous accueillir. Je vous dirais, j'ai envie aujourd'hui, moi, de partager, même si je n'ai pas un métier technique, même si je n'ai pas un métier industriel, puisque je travaille dans la fonction ressources humaines, j'ai envie de partager avec vous mon amour pour l'industrie. Au moment où j'ai choisi de m'orienter dans la voie des ressources humaines durant mes études, et ça s'est fait progressivement au cours de mes études, au cours de mes stages. Mes stages ont été déterminants dans mon choix de carrière. J'ai aussi fait le choix de la voie de l'industrie pour exercer ce métier. Donc assez jeune dans mon parcours, il était très clair pour moi que je voudrais exercer sur des sites de production pour être au contact des produits et des personnes qui conçoivent ces produits. Donc, à l'issue de mes études, j'ai intégré l'industrie pétrochimique. Dans un premier temps, je travaillais chez Shell, où je suis rentrée en stage et où j'ai travaillé finalement 8 ans sur un site industriel. En 2011, j'ai rejoint le groupe Airbus, donc une autre industrie, l'industrie aéronautique, groupe qui me faisait personnellement rêver par ses produits qui volent, mais aussi ces produits voués à connecter les gens et le monde. Donc c'est la particularité d'Airbus. Donc ça me faisait rêver. Et en plus, une entreprise industrielle européenne. C'est ce qui singularise Airbus, c'est le fait que nous sommes une entreprise européenne, faite de la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, et aujourd'hui une implantation à l'international plus large. Donc j'ai rejoint cette entreprise sur le site de production de Marignane, où nous avons la chance de croiser tous les jours nos magnifiques produits. Dans cette entreprise, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, prendre de nouvelles responsabilités, faire une entreprise dans laquelle nous pouvons faire carrière, et nous avons une diversité de possibilités assez large. Et alors du coup, vous qui maintenant êtes un peu immergé quand même dans cette belle entreprise, en termes de métiers, quels sont un petit peu les métiers en tension qui sont vraiment recensés, identifiés chez Airbus Hélicoptère? Quel niveau de qualification également sont vraiment dans votre axe de recrutement? Quels sont vos besoins aujourd'hui concrètement? Donc plus largement, le secteur de l'aéronautique, vous l'avez dit, est un secteur en croissance, un secteur qui recrute. Suite à la crise sanitaire, nous avons su rebondir et relancer l'activité. Airbus, en France, le groupe Airbus, c'est 50 000 personnes. La division hélicoptère que je représente, c'est 10 000 personnes en France. Avec donc un niveau de croissance qui engendre un niveau de recrutement important. L'année dernière, nous avons recruté plus de 800 personnes en France et nous continuerons en 2024. Si je me focalise maintenant sur le site de Paris-le-Bourget, qui est le centre d'excellence des pales, donc les listes de l'hélicoptère, ce site conçoit, fabrique et répare les pales d'hélicoptères. Il emploie environ 600 personnes dans ces différents métiers. Et pour vous donner un ordre d'idée, on prévoit de recruter plus d'une centaine de personnes cette année. Donc 100 personnes sur 600 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Donc une véritable croissance. Et on recrute dans tous les métiers. On a besoin d'une part parce qu'on a de l'attrition, mais aussi parce qu'on a de la croissance. Avec bien sûr, donc dans tous les métiers, hein, de techniciens, d'ingénieurs, dans les fonctions support,
mais évidemment avec des plus gros volumes sur les métiers de la production. Les métiers de la production, alors vous aurez l'occasion de les découvrir durant ce webinaire, ce sont des métiers d'agent composite, d'ajusteur, de peintre. Et des métiers, je dirais, alors la particularité d'Airbus Hélicoptère, c'est qu'on est une entreprise qui fabrique des produits de haute technologie, mais en petite série. Donc ça laisse la part encore à de l'activité manuelle, à du haut savoir-faire. J'aime bien dire que la fabrication de pales ou la réparation de pales pourrait être comparée à des activités de pâtisserie ou de haute couture. Et certains vous expliqueront comment on fabrique une pale. On a vraiment un savoir-faire encore voilà, de haute qualité. Qui sont les profils qu'on attire dans ces métiers? Alors bien sûr des gens qui ont étudié, qui ont les diplômes adéquats, mais aussi des personnels en reconversion, des personnels qui partagent avec nous nos valeurs et la passion pour l'aéronautique et qui ont envie d'apprendre un nouveau métier, c'est possible. On a vraiment une volonté d'attirer des profils divers et variés, avec 2 axes majeurs. 1, la féminisation de nos métiers, et 2, intégrer des jeunes. Donc intégrer des jeunes, pour ça, on a une politique de recrutement, de pré-recrutement ambitieuse, via l'apprentissage essentiellement, mais aussi via des stages. Voilà, donc si vous avez un intérêt et une passion pour ces métiers de l'aéronautique, nos portes sont grandes ouvertes. Merci pour ces informations pratiques qui sauront, je pense, trouver de bonnes oreilles pour venir frapper à vos portes. Pour ceux qui sont effectivement au sein de votre entreprise, par exemple sur ce site de Paris-le-Bourget, vous avez vous-même parlé d'évolution. Ça veut dire qu'il y a des passerelles entre le site de Marignane, le site d'ici où nous sommes, Paris-le-Bourget, voire sur d'autres départements d'Airbus. J'imagine que selon les besoins, il peut y avoir des mobilités peut-être aussi internes. Oui, tout à fait. L'entreprise a toujours donné la priorité à la mobilité interne avant d'engager des recrutements à l'externe et encourage ses salariés à continuer de développer leurs compétences. Donc en France, on a Airbus Hélicoptère 2 sites, ce site et le site de Marignane, entre lesquels il est envisageable de faire des mobilités. Après, nous avons un gros site en Allemagne et il y a eu des périodes où on a eu des échanges, et c'est encore le cas, entre des personnels de production entre nos sites en France et en Europe. Donc c'est tout à fait possible. Et cette entreprise, elle donne la chance à ceux qui veulent, qui ont envie de se développer, de changer de métier, d'aller découvrir d'autres métiers. Alors, c'est encore plus facile quand on est ingénieur. Quand on est ingénieur, on peut à peu près tout faire dans cette entreprise, même des ressources humaines ou de la finance, c'est possible. Mais finalement, le diplôme, après quelques années, compte pas tellement. C'est la volonté d'apprendre. Et quelque part, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi sur la volonté et l'engagement des personnes qui ont envie finalement d'intégrer cette entreprise. Sur les compétences, peut-être de manière plus globale, que vous aimeriez et que vous recherchez pour attirer un petit peu les différents profils vers votre entreprise, au-delà de la volonté et de l'engagement. Vous avez parfois aussi des compétences plus techniques qui sont recherchées plus particulièrement? Oui, les compétences techniques, je vous disais, autour de nos métiers de production. Donc ces métiers d'ajusteurs, ces métiers de peintres, des gens qui ont de chaudronnerie, électricité, alors pas forcément sur ce site, oui. Mais d'autres sites, on est en recherche très forte d'électriciens. Oui. Ça peut paraître fou, mais on a du mal à trouver ces compétences aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et même dans certains métiers d'ingénieurs, pourtant la France est quand même, je pense, très riche en matière d'école d'ingénieurs. Aujourd'hui, nous ne formons pas suffisamment d'ingénieurs pour tous les besoins qu'on a en France. Tout à fait. Mais ça, voilà,
Venez dans l'industrie. Oui, bah écoutez, voilà, c'est le message de toute façon qui sera en filigrane tout au long de cette émission. Et si vous aviez juste un dernier message finalement à adresser à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent pour eh bien, postuler, envoyer leur candidature à vous et à vos collègues sur les différents départements d'Airbus également. Donc évidemment, pour postuler chez nous, on a un site internet, un site web Airbus, où toutes les offres d'emploi, de stage, d'apprentissage sont publiées. Donc allez jeter un œil. Et puis le message que je vous passerai à vous, c'est osez, osez, frappez à notre porte, intéressez-vous à ce que nous faisons et ayez envie. Ce qui caractérise cette entreprise, et c'est ce qui fait qu'on arrive à attirer et à retenir nos salariés, et qui nous unit tous, c'est la passion du produit. Donc si le produit vous intéresse, venez nous voir. Merci beaucoup Amandine. Et on va tout de suite passer à un de vos collègues. Donc j'appelle Clément Brémond qui va me rejoindre. Alors Clément, vous êtes donc chef des opérations pour les pales des hélicoptères. Oui, exactement. Voilà. Alors écoutez, vous aussi, je vous invite à vous présenter, nous expliquer un petit peu quelle a été votre trajectoire avant d'arriver ici sur ce site. Ben moi, donc, j'ai fait un parcours avec une école d'ingénieur et puis une petite spécialité en Angleterre. Je suis allé m'expatrier 1 an en Angleterre pour voir surtout d'autres cultures, mais aussi apprendre d'autres matières, les matériaux en particulier. Et puis, je suis rentré chez Airbus Hélicoptère sur le site de Marignane en 2006. Donc, ça fait 18 ans maintenant que je travaille pour Airbus Hélicoptère. Et mon parcours, il a été principalement à Marignane au début. Donc, dans les chaînes d'assemblage, j'ai fait beaucoup de préparation. J'étais responsable d'atelier de la piste Tigre. Donc là, c'était magique puisqu'on est directement avec le produit. Et quel produit, puisque c'est le Tigre. On a le contact avec les clients, donc les militaires qui nous racontent comment ils volent avec nos machines. Et puis derrière, je suis allé en préparation encore sur le NH90. Je suis remonté au niveau des FAL globales, donc au niveau organisation des chaînes d'assemblage. Et puis, on m'a proposé de venir sur le magnifique site de Paris-le-Bourget. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. Et donc, maintenant, je suis responsable donc, de tout ce qui est production et moyens industriels sur le site de Paris-le-Bourget. Alors concrètement, vous gérez combien de personnes? Parce que du coup, c'est effectivement, j'imagine, un périmètre quand même assez large. Alors oui, parce que sur les 600 et quelques, alors c'est avec les sous-traitants, ça fait un peu plus, mais je gère 450 personnes sur le site. Donc la répartition, c'est à peu près 400 cols bleus, donc des compagnons, et le reste de cols blancs, donc tout ce qui est management ou support à la production. Et alors, donc vous qui êtes sur la production, j'imagine que vous avez dans votre périmètre un petit peu simplement toutes les étapes de la chaîne de valeur, hein, pour que les activités sur ces pales puissent se faire correctement. Expliquez-nous effectivement, vous au quotidien, comment se passe un peu votre journée et comment vous vérifiez que finalement toute cette organisation fonctionne le mieux possible, hein. Alors oui, les journées sont bien remplies, puisque il faut donc on gère effectivement toutes les étapes de production. Donc on produit des petites pièces, on découpe des tissus, et puis après on va mouler ces tissus, on va les peindre, équilibrer les pales quand elles sont moulées, et récupérer les pales des clients pour les réparer dans nos ateliers et les remettre en service. Donc effectivement, il y a plein d'étapes et la journée de la production, donc elle commence assez tôt puisqu'on a des équipes qui commencent, on a des horaires postés, donc en 2-8, donc ça commence à 6 heures du matin. Et donc généralement ma matinée, c'est principalement dédié à des routines de production. Donc en fait, on a des systèmes où on va venir vérifier que la production marche bien. Et donc ces systèmes, on a des routines tous les matins à différents niveaux pour être sûr que les problèmes d'un compagnon remontent à son superviseur, qui remonte éventuellement au chef d'atelier et puis éventuellement qui me remonte à mon niveau
pour qu'on les traite au bon niveau. Donc c'est principalement les routines. Et l'après-midi, on s'occupe de tout le reste. Donc il y a beaucoup de gestion du site, les recrutements, la gestion du parc de machines et tout ce qui est amélioration. Comment on peut faire pour mieux produire nos pales, pour aller plus vite, pour faire de la meilleure qualité. Et donc tout ça, c'est ce qu'on fait plutôt l'après-midi. Et puis après, la journée est souvent un peu trop courte. Et donc on rentre à la maison. Mais l'avantage, c'est qu'on ne l'a pas vu passer la journée. Oui, et j'imagine que vos journées ne sont pas non plus, on va dire, répétitives dans le sens où chaque jour, finalement, même si vous avez des routines, il y a toujours des impondérables qui viennent aussi se nicher dans vos routines, qui fait que ça change un peu quand même la trajectoire des journées habituelles que vous démarrez. Mais en même temps, dans ce que vous dites, je me rends compte que vous avez peut-être plus de fonctions managériales avec votre formation d'ingénieur. Alors, qu'est-ce qui vous reste encore de techniques que vous employez quand même dans vos activités? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il me reste la règle de 3, qui est déjà pas mal. Non, mais vraiment, effectivement, l'aspect technique, c'est ce qui nous permet au quotidien de réagir de façon adéquate à des situations qu'on va rencontrer. On apprend beaucoup de choses, des intégrales triples et ainsi de suite. Concrètement, on ne les applique pas sur le terrain, mais la compréhension du système de production et de ce qu'on produit, c'est ça qu'on va venir chercher, et c'est une habilité aussi à aller chercher dans des documents, dans la solution à notre problème. Et c'est cette agilité qu'on va venir développer pour moi dans les écoles d'ingénieurs, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Je dis école d'ingénieur, c'est vrai aussi tout ce qui est BTS, les compagnons. C'est vraiment cette capacité, Amandine le disait, à aller chercher du savoir et l'utiliser à bon escient sur le terrain. Donc ma journée, effectivement, c'est des routines, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais faire le matin quand je me lève. Je sais que j'ai un planning bien serré, mais ce qu'il va y avoir dans ce planning se construit aussi au fil de la journée. On a beaucoup d'impondérables qui arrivent. Et le rôle principalement est là des ingénieurs ou des supports de production, c'est vraiment de s'assurer de la continuité de production et donc de s'assurer qu'on met tout en œuvre pour que le compagnon sur le terrain, lui, puisse produire les pales d'hélicoptère. En fait, vous devez lui garantir d'avoir toujours les conditions optimales pour répondre aux besoins de production qui, derrière, obéissent aussi à des KPI, des indicateurs clés que vous avez aussi, vous, en tant que manager, et qu'il faut que vous répercutiez aussi sur vos effectifs. Donc, c'est un petit peu en cascade, quelque part. Exactement. Alors, on s'arrête. Le KPI, c'est un très bon outil, mais il faut bien saisir le danger du KPI, et notre but aussi en tant que management, c'est de donner un contexte au KPI. C'est pas juste on doit produire 5 pales, c'est donner, par exemple, dire il y a une machine dans un client en Corée, par exemple, qui est par terre parce qu'elle ne peut pas voler, elle n'a pas les pales. Et donc, en donnant ça, on rejoint aussi ce qu'on disait de la passion de faire voler. C'est vraiment ce qui nous anime, c'est que nos clients ils puissent voler avec nos pales. Et donc, quand on dit c'est pour un client, généralement, on a un meilleur résultat. Donc, il y a le KPI, effectivement, il faut livrer. On fait, pour vous donner un chiffre, on fait à peu près 7000 pales par an sur notre site. On ne s'arrête pas aux 7000 pales. Derrière, il y a un hélicoptère, il y a un client. Et au-delà de ça, il y a même des missions. Il y a aller sauver des vies, protéger les populations. Vous voyez nos hélicoptères partout. Toutes ces missions, quelque part, on est fiers parce que on participe à la réalisation de ces missions. C'est clair. Et alors, de manière très pratique, dans l'ensemble de vos effectifs, là, on l'a dit, le secteur aéronautique connaît une croissance absolument phénoménale. Et il y a aussi, quelque part, l'intégration maintenant dans ce développement-là de la part des enjeux environnementaux, la décarbonation de tous vos aéronefs. Qu'est-ce que ça demande pour vous en termes de besoins en effectifs que vous voyez, parce que vous projetez aussi votre croissance en termes de projection d'effectifs? Qu'est-ce qui vous manquerait là, on va dire, en termes de volume peut-être, ou de profil de métier à court terme, pour que vous soyez, on va dire, dans une situation plus confortable pour répondre à toutes vos exigences de production?
Alors, les besoins, Amandine vous a précisé à peu près une centaine de besoins. Dans les 100, il y en a à peu près 80 qui seraient pour mon secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un peu tous les profils. Donc, je vais répéter, des agents composites, des chaudronniers, des peintres, des ajusteurs monteurs. Et on a énormément de mal à recruter. L'année dernière, c'était déjà une année de montée en cadence. Et cette année continue. Et on a beaucoup de mal à recruter. Pourquoi? Parce qu'on a une filière qui est pas la plus populaire qui soit. L'industrie, ça peut paraître sale. Ça ne l'est pas. Comme l'a dit Amandine, on a un métier de très haute technologie. Nos compagnons sont des experts au niveau du composite. On est sur les produits les plus complexes qu'on peut produire en composite. Et cette technicité, elle peut faire peur. On a beaucoup de retours en disant mais je ne pensais pas que je pouvais postuler dans l'aéronautique. Bien sûr que vous pouvez. On reçoit tout type de profil, des reconversions, des gens qui ont déjà été préformés, des gens qui ont déjà de l'expérience. Et ça, il ne faut vraiment pas se mettre de barrière. Vous pouvez venir travailler dans le composite chez nous. On vous formera. Il y a pas de. Si vous avez une formation, évidemment, c'est mieux. Mais on est capable de former en interne sur notre site. Et donc, on cherche ces personnes-là. Je vais faire de la pub aussi pour mes camarades parce que je ne suis pas le seul à recruter. Mais les métiers de la qualité recrutent aussi. Donc tout ce qui est inspection qualité, plan de prévention de la qualité et ingénierie, tout ce qui est conception, développement, management aussi. On cherche des managers sur le site du Bourget. Donc vraiment, le panel, il est vraiment ouvert. Et on a différents modes de recrutement pour faire face à ça. Donc, n'hésitez pas à postuler. On vous recevra avec plaisir. Et le deuxième point que tu avais abordé, c'était sur tout ce qui est environnement. Oui. Donc, on a une démarche assez forte au niveau de l'environnement sur Airbus au sens large. Vous avez probablement entendu parler des avions à hydrogène. Donc, toute cette démarche qu'on peut projeter. Au-delà de ça, et on l'a mentionné, on répare les pales. Donc réparer les pales, c'est aussi préserver l'environnement. On ne jette pas une pale dès qu'elle a un problème. Si on la répare, ça veut dire qu'on en produit une de moins et qu'on en remet une dans le circuit. Donc aujourd'hui, on répare aux alentours de 1500 pales par an sur notre site. Et donc c'est des pales en moins qu'on doit produire, donc on préserve ça. Après, il y a d'autres initiatives, je dirais, qui touchent un peu moins notre site spécifiquement, mais qui sont plus liées à l'hélicoptère lui-même, qui, lui, est plutôt sur le site de Marignane. Merci beaucoup Clément, et vous avez fait une très bonne transition, je n'ai même plus à la faire, pour appeler votre collègue, justement, Cyril Génesson, qui est donc responsable agent composite réparation. Et donc, je l'ai appris, oui, Cyril, en échangeant avec vous, parce que je ne savais pas, je ne pensais qu'on ne fabriquait uniquement sur ce site que des pales, mais on les répare aussi. Effectivement, on les répare. Donc voilà, moi, ça fait 20 ans maintenant que j'exerce ce métier. Donc, alors, commencez justement par votre parcours avant d'arriver à la réparation des pales. Donc, en 2003, j'ai commencé à faire un contrat d'apprentissage en BEP, donc à l'époque à La Courneuve. J'ai eu la chance de découvrir plusieurs ateliers pour développer justement des compétences. En 2005, j'ai obtenu ce BEP. J'ai eu aussi la chance derrière de pouvoir faire un bac pro, donc ce qu'on appelle en MOMPC, donc matière plastique et composite. Et du coup, derrière, après, j'ai développé mes compétences dans l'atelier réparation. Dans cet atelier, il y a énormément d'activités. On est capable d'inspecter, de réparer, de changer des éléments sur un rotor principal et sur les rotors arrière. Et justement, vous me disiez qu'effectivement, les clients, moi j'ai découvert qu'il y avait une espèce de service après-vente, de SAV des pales. Oui, on travaille avec un support à la clientèle qui est développé depuis plus de 30 ans. On a aussi un service dans notre atelier qui s'appelle le DERP, donc un département d'entretien de réparation de pales. On est capable de remettre en service une pale en dessous de 2 semaines. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on fait des travaux qui sont vraiment assez rapides, mais c'est vraiment faire la pale de A à Z, c'est-à-dire inspecter, réparer,
peindre et équilibrer la pale pour l'envoyer directement chez le client après. D'accord. Et vous gérez combien de personnes? Parce que j'imagine que pour réparer 1500 pales par an, eh bien, il vous faut quand même un certain nombre Alors, comme d'effectifs. évoqué Clément, en fait, on travaille en 2-8 donc dans l'atelier réparation. Donc, moi, je dispatche et donc gère le travail pour une dizaine de personnes. D'accord. Mais en même temps, bah, je mets la main à la pâte Bien et sûr. tous les jours, je répare des pales Ouais. autant Et civils vous que militaires. transmettez en même temps aussi, j'imagine, vos Et compétences à vos effectivement, collègues. depuis 2015, j'ai eu la Ouais. chance d'être tuteur de 4 apprentis. Ouais. Bon, après, ils ont voulu voler de leurs propres ailes et puis ils ont été Mm. dans différents secteurs. Mm. Mais oui, effectivement, on forme aussi des personnels qui arrivent en intérim ou qui arrivent d'autres horizons. Bien sûr. Et alors, combien de temps pour former, justement, parce que c'est quand même assez technique, hein, vous m'expliquez comment ça marchait. Vous avez des clients, donc, qu'ils soient civils ou militaires, puisque Tout à vos fait, appareils sont destinés à ces deux marchés-là. tout à Et fait. vous me disiez que des dommages d'appareils civils ne sont pas les mêmes que des dommages qui sont ceux des aéronefs, des hélicoptères militaires, Tout à fait. puisque ce type d'appareil allait sur des conflits, donc Oui, pouvait être impacté par des roquettes ou d'autres armes. Et quand il vous revenait, il y a des fois aussi le diagnostic était que vous pouviez malheureusement rien faire. Parce bah, en que, fait, comme, voilà, voilà, comme disait aussi Clément, on est capable de réparer des pales. Malheureusement, quand elles nous reviennent de conflits ou c'est ça. de ce genre de mission, les pales sont vraiment trop endommagées et on peut pas du tout réparer parce qu'il y a quand même des normes. On travaille avec de la documentation qui est faite par Ouais. le bureau d'études. Donc on ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi sur une pale d'hélicoptère, quoi. Alors, quand une pale est réparable, quelles sont un petit peu les étapes? Parce qu'elles peuvent être fissurées, il peut y avoir des trous, et donc à ce moment-là, le moulage, puisque les pales, elles sont d'abord moulées, hein, vous m'avez expliqué. Tout à fait. Ensuite, à l'intérieur, vous pouvez avoir, alors je me trompe peut-être, hein, de la mousse, du Oui, nid vous vous d'abeille, trompez pas. voilà, donc, ou d'autres matériaux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une superposition quand même de De couches. couche, tout à fait. Voilà, et j'imagine que vous intervenez pas de la même manière selon le type d'impact qu'il y a sur cette pale, hein. Alors, dès lors que la pale revient de chez le client, on a ce qu'on appelle le filtre, Oui, où en fait des inspecteurs viennent faire un premier jet de contrôle visuel comme un et au diagnostic, son quoi. exactement, Ouais, pour repérer en fait tous les défauts que pourrait avoir la pale, tous les impacts, les criques, les décollements qu'on pourrait avoir sur la structure et sur les éléments de la pale. Derrière, il y a ce qu'on appelle donc la dépose des éléments, les éléments qui sont impactés, qui sont abîmés, oxydés, on va les déposer. Derrière, il y a une seconde expertise qui est faite. Un devis est fait avec le client ouais. pour pouvoir derrière euh, réparer la pale de la meilleure des façons et la rendre volable, navigable. Et donc nous derrière, après, on effectue nos activités, donc changer la structure de pale, hein. On est capable d'aller vraiment au plus profond de la pale et ensuite de la remettre donc en conformité et de la rendre navigable, volable. Voilà. D'accord. Donc j'ai vu aussi que vous aviez un petit peu plus loin un petit centre d'essai, hein, c'est-à-dire que, alors, est-ce que ça sert aussi pour les pales qui ont été réparées ou uniquement pour les pales neuves pour vérifier qu'elles respectent bien les conditions d'aérodynamisme Oui, et vraiment oui toutes bah, les tout normes, parce que à le fait. cahier des charges De est toute assez façon, important. toutes les pales qui sont soit fabriquées en série ou soit réparées sont obligées de passer par ce qu'on appelle l'équilibrage C'est dynamique, donc ça. monter sur un centre d'équilibrage. Donc en fait, il y a une pale étalon qui vient régler le reste des pales. On fait tourner le banc et c'est C'est lui ça. qui détermine si la pale est bien équilibrée ou pas. Et du coup, jusqu'à temps qu'elle réponde aux critères, elle repasse entre vos mains pour être sûre qu'elle soit aux normes Exactement. Ça prévues. nous arrive d'avoir D'accord. des retours de l'équilibrage parce que bah, la pale est soit trop lourde, soit trop légère. Alors c'est vrai que cette dimension, on ne l'apprend pas forcément quand on est à l'extérieur de vos activités avec le degré d'importance qui est le vôtre, mais c'est vrai qu'une pale mal équilibrée, c'est un hélicoptère qui ne va pas voler correctement. Bah, en Donc, fait, c'est surtout le pilote qui lui va ressentir tout de suite des bah oui, vibrations. j'imagine. Ouais. Ça va être extrêmement gênant pour lui et pour les membres d'équipage dans l'appareil. Donc, c'est pas du tout possible de faire voler un appareil enfin, des pales mal équilibrées. Donc une grosse responsabilité quand même sur Bon, vous et le travail de vos collègues. exactement. Donc ça, c'est très important. Alors j'ai eu la chance aussi de voir dans vos locaux, en fait, tous les modèles de pales depuis 1950. Oui, Et je vous avoue que je suis impressionnée par le dernier modèle de pale.
Oui. où on voit qu'il y a eu enfin, vraiment, on va dire, votre bureau d'études et de recherche fait un travail incroyable parce qu'il y a un aérodynamisme, une forme incroyable qui montre le niveau de technicité, de réflexion et de recherche sur les nouvelles formes de pales. Alors Clément, voilà, la casquette d'ingénieur qui revient sûrement. Exactement. Juste pour préciser, donc Oui. c'est une pale qui a un double delta. Oui, c'est ça, tout à Il y a fait. une forme en boomerang un Exact. petit peu. Et l'objectif, j'en ai pas parlé sur l'environnement. Dans l'environnement, il y a aussi le bruit. Et oui, Et tout à l'hélicoptère fait beaucoup de bruit quand vous l'entendez passer. Et avec ces pales-là, on réduit de 50% le niveau de bruit perçu C'est ce qu'on au m'a sol. dit, absolument. Et donc, c'est une innovation effectivement technologique qu'on est les seuls à faire sur le marché de l'hélicoptère. Et alors, Cyril ne la connaît pas encore tout à fait, parce que comme c'est un nouvel nouveau, appareil, mais oui, on tout la à fait. répare pas encore. C'est la question Mais que j'allais poser. on va devoir qualifier Cyril à réparer ses pales. Ça. Donc Donc c'est ça son va prochain surtout- défi. On va surtout développer déjà Ouais. des réparations C'est sur, clair. sur des pales qu'on fabrique depuis peu en fait. Donc, Ouais. Parce que là, effectivement, la forme va vous obliger à un niveau d'intervention encore un petit peu plus ça va complexe. falloir créer de sacrés outillages. Oui, ça aussi, Pareil. ça aussi. Alors, bah, écoutez, en tout cas, écoutez, c'est super intéressant ce que vous faites, votre parcours aussi. Si vous aviez un petit message finalement, parce que quelque part, votre parcours, c'est une belle progression, hein, ça montre effectivement la possibilité qu'offre l'industrie et le secteur aéronautique de pouvoir permettre, pour peu qu'on ait le courage, la volonté, l'engagement de se lancer dans un parcours d'évolution. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui se disent l'aéronautique, c'est que les pilotes et il n'y a rien d'autre? Eh ben non, pas du Eh tout. ben voilà. En fait, l'aéronautique, c'est un domaine extrêmement vaste avec énormément de métiers. Nous, sur notre site, on a énormément de métiers également. Comme disait Clément, on recherche des chaudronniers, des peintres, des agents composites, que ce soit ajusteur, monteur ou en réparation, un agent composite en réparation. On a une montée en cadence qui est énorme depuis l'année dernière. Et en plus de ça, on développe encore de nouvelles activités par la suite. On va développer d'autres activités. Donc, le message que je peux faire passer, c'est que dès l'orientation qu'on peut avoir dès la troisième ou au lycée, c'est vraiment un domaine et un secteur qui a été très intéressant. On travaille sur des produits nobles qui volent tous les jours. On contribue tous les jours, nous, en atelier, à faire voler des machines, à ce que les machines réussissent leur mission. Nos clients sont assez satisfaits de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est vraiment de penser ça, d'avoir dans un coin de la tête qu'on travaille pour l'aéronautique et que c'est une chance. Ah, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas Cyril. Et on va tout de suite appeler une autre de vos collègues, donc Olivia Raponi, qui va nous rejoindre. Alors bonjour Olivia. Alors je suis ravie de vous accueillir parce que vous êtes comme une des rares femmes aujourd'hui à être présente parmi nous, mais en tout cas, voilà, vous êtes ingénieure technologie d'assemblage au sein du laboratoire donc matériaux et procédés. Tout à fait, oui. Voilà, et donc je suis ravie parce que nous, dans nos écoles, vous vous doutez bien que l'aéronautique, c'est aussi un secteur qui fait rêver beaucoup de jeunes filles qui rentrent dans nos écoles. Et voilà, on va un petit peu développer votre parcours, mais je sais que, en tout cas, pour connaître certaines étudiantes qui vont nous suivre, que votre parcours va en tout cas pas mal les inspirer. Alors, vous venez de loin, hein, Oui, Olivia, tout à fait. déjà. Alors, je vous laisse vous présenter. Ok, donc moi, je suis née et j'ai fait l'ensemble de mes études au Brésil. Donc, je suis brésilienne et j'habite en France depuis 4 ans maintenant. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et bon, j'ai fait toutes mes études là-bas. Et ensuite, je suis allée jusqu'au niveau du doctorat là-bas. Et parce que justement, au moment où j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas trouvé un poste tout de suite comme ça. Donc, je me suis dit de continuer un peu mon parcours en faisant des études. Et ensuite, c'était à la fin du doctorat que j'ai eu... j'ai travaillé déjà pour un institut de recherche au Brésil. Et j'ai eu l'occasion de venir en France pour travailler, mais ce n'était pas encore chez Airbus. C'était une industrie, c'était dans le secteur de l'énergie. Donc, toujours sur la recherche et développement. D'ailleurs, c'était déjà toujours matériaux composites. C'est vraiment ma passion. Si vous êtes allé jusqu'au doctorat, c'est vraiment une passion, oui. ça c'est sûr. Donc oui, et c'est là où j'ai eu donc l'occasion de venir ici. J'ai beaucoup hésité
Donc, ce n'était pas une décision facile de quitter ma famille, de venir toute seule en France par la première fois. Je ne connaissais pas encore les pays, ni la langue, ni rien. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Mais à la fin, je me suis dit que ça allait sûrement être une expérience qui m'allait apporter beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Donc, au moins, si je décidais de rentrer plus tard, je rentrais avec une langue de plus, donc ce serait ça. Mais vous maîtrisez bien en plus, Olivia. Franchement, en 4 ans, bravo. Hein. Merci. Mais bon, donc voilà. Et j'étais dans ces postes-là, à l'entreprise où j'étais avant. Je suis restée pendant 2 ans. Et à un moment donné, je me suis dit d'encore me challenger un peu plus et de chercher un environnement plus proche de l'industrie, vraiment, donc de m'éloigner un peu de la recherche et d'être vraiment plus proche du terrain, de l'usine, de fabrication de pièces et tout, pour ajouter un peu un côté dynamique qui me manquait là où j'étais avant. Donc, j'ai bien trouvé ça ici, chez Airbus. Donc, ouais. Et alors, du coup, vous m'aviez dit aussi que quand vous étiez au Brésil, quand vous étiez effectivement enfin pas en primaire, mais en secondaire, l'aéronautique était quand même déjà quelque chose qui vous intéressait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai des proches, j'ai mon père et j'ai d'autres proches aussi qui m'ont inspirée parce qu'eux, ils travaillaient déjà pour cette industrie, cette belle industrie. Et après, les produits en soi, c'est très inspirant. Donc, oui, j'avais déjà quelques pistes, même si je n'étais pas à 100% sûre de ce que je voulais faire, c'était déjà une industrie qui m'attirait beaucoup. Et ben voilà, donc vous avez concilié votre passion pour l'aéronautique plus celle des matériaux composites. Vous avez tout retrouvé ici, donc ça c'est pas mal. Alors, comment se passent vos journées à vous ? Alors, bon, mes journées, elles sont dynamiques. C'est ça, c'est que je cherchais et c'est ça que j'ai trouvé ici. Donc, il y a toujours différents sujets. Donc, même si on reste dans les domaines des matériaux composites, des matériaux organiques, comme j'ai dit, il y a toujours pas mal de sujets. Donc, une journée typique, d'habitude, j'aime bien arriver tôt les matins parce que c'est les moments où on est plus au calme. Et là, je peux me dédier à des activités plus individuelles, des activités de réflexion, de rédaction des rapports, de choses, parce que parfois il faut toujours faire un peu de recherche, même si on est très proche de l'industrie, il y a encore des choses à apprendre, à chercher, donc des activités plus individuelles pour lesquelles j'ai besoin d'être plus au calme. Ensuite, d'habitude, j'ai aussi beaucoup de meetings parce que ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on est un site, on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément ici. Donc, on travaille avec des gens de différents pays et des gens qui sont sous d'autres sites aussi. Donc, on a pas mal de meetings en présentiel et aussi par vidéoconférence. Mais j'essaye aussi, bon, parfois c'est plutôt dans l'après-midi ou parfois ça peut changer un peu, mais d'être aussi au labo d'essai et à l'usine pour voir vraiment, et c'est là où je pense que c'est une expérience très enrichissante qu'on a ici, sous ces sites, parce qu'on est très proche de la production. Absolument. Donc on arrive vraiment à voir comment les pièces sont faites, comment les choses se passent, c'est très très proche, et d'avoir ça juste à côté, c'est une chance qu'on a ici. Donc j'essaie aussi d'avoir ce type d'activité et d'y passer pour voir comment les choses se passent dans la pratique, dans la vraie vie, on va dire, et c'est facile parce que c'est juste à côté. C'est ce que vous aimiez d'ailleurs, hein, confronter finalement toutes vos connaissances théoriques accumulées pendant votre parcours à la réalité du terrain, c'est-à-dire au produit lui-même. Et c'est vrai que quand on est passionné de matériaux composites, voir comment ça se traduit sur les pièces qui sont produites, hein, les pales, bon, je pense que ça donne quand même une certaine satisfaction. Alors après, effectivement, j'avais vu aussi avec d'autres de vos collègues que la particularité un petit peu de ces matériaux composites, c'était leur problématique en termes de recyclage aussi, et que vous étiez, je crois, dans des réflexions aussi pour trouver un autre matériau qui puisse, lui, pouvoir être beaucoup plus facilement recyclé et recyclable aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot sur ce sujet-là, mais en tout cas, ça montre qu'en termes de recherche, voilà, rien n'est figé et qu'on peut bouger les lignes encore un petit peu plus. Exactement, donc ça fait partie justement de choses qu'on garde bien en tête pour le remplacement des matériaux qu'on utilise aujourd'hui, aussi pour qualifier de nouveaux matériaux et aussi pour d'autres initiatives
Pour toute la partie innovation, ça, c'est quelque chose de très prioritaire pour nous et on garde toujours en tête. Donc, il y a des initiatives de recherche et de développement dans ce sens aussi. Très bien. Et alors, comme vous êtes une femme et que vous savez comme moi et comme Amandine que l'industrie peine à recruter en général, mais alors encore plus quand il s'agit d'y faire entrer des femmes, alors même que on est quand même dans une industrie, tout le monde l'a dit, hein, moderne, vous intégrez énormément de nouvelles technologies. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur vos différents sites et c'est impressionnant. Voilà, on n'est pas dans des environnements qui sont sales, polluants. Évidemment, ça reste technique, mais voilà, c'est quand même structuré avec un niveau d'équipement quand même moderne. Donc les femmes ont toute leur place, puisqu'il ne s'agit pas de jouer les gros bras et d'avoir des efforts physiques. Voilà. Donc je pense que sur tous les niveaux de qualification, il y a sûrement effectivement des choses à faire. Vous, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que vous donneriez aussi comme conseil à toutes ces étudiantes, jeunes femmes qui se disent « je rêve de rentrer dans l'aéronautique, mais qu'est-ce que je vais faire ?» ou « est-ce que c'est conciliable ?» Hein, alors, je ne devrais même pas dire ça, parce que pour un homme, concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est exactement la même chose. Mais malheureusement, voilà, les femmes, malheureusement, même encore aujourd'hui, ont peut-être plus encore trop intégré ce paramètre, vie pro, vie perso. Qu'est-ce que, de votre point de vue, vous en dites? Alors, pour moi, les premiers messages que j'aimerais faire passer, c'est que sachez que vous avez ce qu'il faut pour travailler dans ce type de contexte. Donc, faites confiance à vous. C'est très important de ne pas avoir peur parce que c'est technique, parce qu'il n'y a pas autant de femmes qui sont déjà ici comme on voulait, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment, vous avez ce qu'il faut pour être là. Et par rapport à l'équilibre, c'est comme vous avez très bien dit, c'est pas censé être différent entre hommes et femmes. Nous avons tous besoin de trouver les moyens de concilier nos vies professionnelles et personnelles. Et je pense qu'il faut juste faire attention à ça et choisir des activités qui vont bien, qui sont bien alignées avec nos valeurs aussi, pour prioriser ces activités également et pour les donner l'importance qu'elles ont dans notre vie. Parce que sans ça, on n'arrive pas à tenir, même au travail, on perd en performance et tout. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Pour moi, c'est comme ça que j'essaye de faire. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes en tout cas une bonne représentante de ce message-là et vous l'incarnez, je pense, très très bien. Merci à vous. Et du coup, on va passer maintenant à nos jeunes apprentis, hein, les deux prochains invités. Donc, le premier, c'est donc Lénie Suti. Bienvenue, Lénie. Bonjour. Alors, pareil, rapproche-toi un petit peu. Alors, dis-nous, voilà, en quelques mots. Alors, ça ne va pas être un long parcours parce que tu es tout jeune, mais néanmoins, voilà, est-ce que toi, tu aimais tout de suite, quand tu étais petit, l'aéronautique? Et est-ce que tu y es par hasard ou par volonté dans ce secteur? Alors, pour commencer, moi, depuis tout petit, je suis passionné par les avions. Ah bah, ça tombe bien. Par les avions et les hélicoptères. Bon, malheureusement, j'ai pas voulu tout de suite rentrer dedans parce que j'étais trop jeune. Mais aujourd'hui, je suis là. Pour expliquer un peu mon parcours, en 6e jusqu'en 3e, j'étais à l'école à la maison. Donc, c'était un choix. Ouais. Par contre, quand j'ai voulu retourner au lycée, j'étais pas prioritaire pour entrer dans un lycée aéronautique. Donc, du coup, j'ai dû suivre un cursus qui n'était pas forcément un choix. Donc, j'ai suivi ce que l'école me proposait, pardon. Et j'étais en maintenance. C'est très bien, la maintenance industrielle. Ça, maintenance industrielle. Donc, j'ai occupé des machines qu'on trouve dans l'industrie qui peuvent être électriques. Par la suite, du coup, je suis rentré à l'école de l'AFMAE, donc l'école aérienne, pardon. Donc, du coup, maintenant, je suis là en structure. Et alors, c'est quoi tes activités? Je suis dans le même poste que Cyril. Donc, du coup, dans la journée, on travaille ensemble. C'est pas mon tuteur, hein, mais j'ai un tuteur où on travaille ensemble. Donc, voilà, on contrôle les pales, on répare des pales. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que donc, toi aussi, tu vois différents modèles de pales passer avec différents types de dommages.
Donc, comment effectivement, progressivement, tu appréhendes et tu te perfectionnes dans ton activité parce que chaque pal arrive avec un dommage différent tous les jours. Ce qui veut dire que chaque jour, tu apprends des nouvelles tâches, des nouvelles manipulations sur ces pales. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est tellement vaste que tous les jours on apprend. Ok. Et ça te plaît? Oui, ça me plaît. Très bien. Et si tu te projettes, je ne sais pas, à 3, 4, 5 ans, où est-ce que tu te vois et voilà, quel est un petit peu ce que tu souhaites dessiner comme prochain parcours? Alors, pourquoi pas me perfectionner dans les pales, donc que ce soit Ok. peut-être pales moyennes ou grandes pales, et peut-être partir sur le site de Marignane, où vraiment s'occuper des hélicoptères. Oui, donc là, c'est plus large, C'est ça, effectivement. Ouais, exactement. tout à fait. Bon, alors, plein de bonnes choses alors, hein. C'est ça, exactement. Super. Toi aussi, si tu avais un conseil à donner à d'autres jeunes, hein, qui nous écoutent et qui se disent, tiens, j'aimerais bien faire comme Lénie, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De se fermer aucune porte, que tout est toujours possible. On peut sortir d'un cursus que on se pensait pas aller dedans, mais voilà, faut s'accrocher et voilà. Et finalement, tu es heureux dans l'aéronautique puisque tu étais passionné d'avion avant. C'est ça, Ah exactement. voilà, donc la boucle est bouclée. Exact. Super. Merci beaucoup à toi Lénie et on passe à ton camarade donc Mohamed Rafa qui va nous rejoindre également. Alors lui sur une autre activité. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors toi aussi tu es apprenti chez Airbus Hélicoptère, mais sur une activité complémentaire à celle de ton camarade Lénie, puisque toi tu es sur l'aspect peinture, donc qui arrive après cette étape-là. Mais avant de nous dire ce que tu fais concrètement, toi aussi c'est quoi ton parcours pour arriver jusqu'à Airbus Hélicoptère? Moi, avant la troisième, je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis lancé sur le CAP peinture, le CAP carrosserie. J'ai obtenu mon diplôme et je voulais toujours faire plus. Je me suis lancé sur le bac pro. J'ai obtenu mon bac pro et je voulais faire la peinture sur les avions. Mais je ne savais pas comment faire, comment rejoindre quoi, exactement quoi faire. Du coup, je me suis présenté dans un salon à l'équipe Airbus Recrutement. Je les ai parlé de mon envie, qu'est-ce que je veux faire. Ils m'ont dit qu'il y a une possibilité de faire un CAP peinture pour peindre les ailes des avions. Et là, maintenant, je suis en peinture. Alors ça fait combien de temps que maintenant tu es sur cette activité? Ça fait 6 mois. Ok. Et en 6 mois, quand tu regardes tous les jours un petit peu ce que tu fais, parce que c'est quand même très technique, parce qu'il ne s'agit pas de passer juste un coup de peinture comme ça, j'imagine qu'il y a des protocoles aussi en termes de qualité de peinture. Tu me parlais qu'il y a des dosages au gramme près, donc ça demande quand même une rigueur, une attention particulière. Et ce niveau un petit peu d'exigence, ça te convient aussi tous les jours d'avoir ça à respecter? Oui, et il faut respecter, comme il disait, pour l'équilibrage, nous, on a une tâche Ouais, spécifique. Si on rajoute une dose, ça change c'est au clair. niveau d'équilibrage et ça rajoute un défaut à l'hélicoptère. Et il faut bien respecter la fiche technique de chaque pale. Et je travaille sur plusieurs pales. Je ne travaille pas uniquement sur des séries, je travaille aussi les répares quand ils les ramènent. Nous aussi, on travaille sur les répares. Oui, donc tu as les pales neuves et les pales qui viennent de la réparation pour faire la couche finale avant effectivement de pouvoir faire les essais. Et donc du coup, c'est quelque chose toi aussi qui te plaît et que tu te dis que dans les 5 prochaines années, tu aimerais te perfectionner sur ce type de savoir-faire que tu as maintenant acquis ou comme ton camarade, tu as envie de voir le plus, on va dire, un dimensionnement carrément avion avec toutes les surfaces beaucoup plus importantes des avions ou rester sur le niveau pal, hein? J'aimerais rester sur le niveau pale et faire tous les pales arrière. En D'accord. ce moment-là, je suis sur une partie Ok. des pales, mais j'aimerais faire tous les pales arrière. Ok. Très bien. Bah écoute, pareil, on te souhaite un très beau et vraiment riche prochain parcours, toi aussi, dans ton apprentissage et aussi dans le reste de tes diplomations à venir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed et on va passer, là on va plus ouvrir une petite partie formation puisqu'on va accueillir Didier Dupré qui est donc le responsable du pôle formation de l'AFORP. L'AFORP étant aussi un organisme de formation avec qui, bonjour Didier, vous fonctionnez je crois en étroite collaboration avec Airbus Hélicoptère. Oui en effet, on forme des agents composites haute performance, entre autres pour Airbus, et exclusivement pour Airbus. Bah oui, j'imagine, pile dans l'axe des besoins. Alors, avant de développer un petit peu toutes vos formations et les profils que vous présentez à Airbus Hélicoptère, quelle a été aussi, vous, un petit peu, Didier, votre trajectoire avant de rejoindre la FORP? Alors, moi, je suis un ancien apprenti de la FORP. Eh bien, vous voyez, l'apprentissage qui revient au goût du jour, vous en êtes aussi un parfait exemple, alors. Il y a très longtemps maintenant, quand même. Donc, j'ai passé un CAP d'ajusteur-outilleur, suivi d'une mention complémentaire en hydraulique et pneumatique. Et ensuite, je me suis lancé dans la vie active, puisqu'à l'époque, il fallait avoir fait le service militaire pour pouvoir décrocher un CDI. Donc voilà, ensuite j'ai fait mon service militaire et j'ai eu la chance qu'on me propose un poste de moniteur auto-école. Donc ce qui a développé chez moi mon goût de la pédagogie. La transmission. Voilà, de la transmission de savoir. Donc j'ai continué quand même à l'issue de mon service militaire dans le secteur industriel pendant 9 ans à développer mes compétences, on va dire. Et en 1996, j'ai intégré donc l'organisme de formation AFORP. D'abord en tant que formateur sur les BEP productiques et les BEP maintenance pour toute la partie usinage, donc fraisage, tournage, ajustage. Et en 2011, on m'a proposé le poste de responsable de pôle de la partie usinage, suivi quelques années après d'un rattachement avec le pôle chaudronnerie et soudage. Et donc maintenant, je suis responsable du pôle chaudronnerie, soudage, usinage de la FORP de Tremblay, Paris Nord 2. Très bien. Alors, pour nous donner un petit peu un catalogue de l'ensemble des formations, pour les faire connaître aussi à celles et ceux qui nous suivent, qu'est-ce que la FORP propose comme type de niveau de diplôme? Alors, en formation initiale et en formation professionnelle, puisque vous m'aviez dit aussi que vous préparez à des titres professionnels, CQPM aussi, j'imagine. Oui. Donc ça, ce sont aussi des niveaux importants à signaler, mais souvent méconnus aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à parler un peu de vos diplômes et des spécialités qui s'y sont rattachées. Alors, pas dans toutes les filières que je vais vous énumérer, mais dans les principales, on va du CAP et au moins jusqu'à la licence, c'est-à-dire jusqu'à Bac+3. Après, on intervient dans les, donc je l'ai dit, dans l'usinage, la chaudronnerie, le soudage, la maintenance industrielle, le management, l'électricité industrielle, la robotique, le numérique de plus en plus. Voilà, j'en oublie sûrement, mais principalement les secteurs d'activité sur lesquels on forme nos apprentis. Et alors, est-ce que d'année en année, vous voyez des effectifs converger plus vers tel secteur que d'autres? Par exemple, la maintenance. Est-ce que vous faites le plein en maintenance ou pas? Maintenance, on n'a pas trop à se plaindre. C'est quand même un secteur encore qui intéresse les jeunes. Ah, tant mieux, parce que ce n'est pas le cas partout en France, hein, je peux vous le dire. Alors moi, sur mon centre à Tremblay, on arrive à remplir les sections. C'est très bien. À peu près. Par contre, là où ça va beaucoup moins bien, c'est la chaudronnerie et surtout l'usinage. Alors que c'est incontournable dans tous les secteurs industriels. Il y a des besoins, mais énormes. Des métiers historiques, on va dire, qui ont une très mauvaise réputation de par, bon, je ne vais pas citer de nom, mais bon, bref, de par des gens qui ont dénigré un petit peu l'image de ces métiers. En pensant usine, un peu le film Les temps modernes, voilà, des tâches répétitives. Dans bien la phrase, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finis à l'usine. Oui, c'était le discours à une époque. D'ailleurs, je l'ai vécu, hein, je ne m'en cache pas, c'est comme ça, c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, quand on finit à l'usine, en général, c'est plutôt pas mal quand même. C'est des métiers de pointe.
On pilote des machines de plusieurs centaines de milliers d'euros avec des grosses responsabilités. On fait des pièces pour Airbus, pour l'automobile, pour le ferroviaire, enfin Le des nucléaire. pièces pour le nucléaire, exactement. Donc forcément, ça engage une rigueur, une responsabilité et on ne fait pas n'importe quoi. On a des procédures et il faut les appliquer. Et c'est des métiers de haute technicité qui sont maintenant dans des endroits relativement sains, propres et accueillants. Oui. Et vous travaillez avec des matériels, là aussi, qui sont tout à fait modernes, numérisés. Hein. Il y a des outils à commande numérique. Hein. Voilà, on est quand même assisté pas mal par la technologie. Et ce ne sont pas des métiers, effectivement, où voilà, on ressort complètement... complètement, on va dire, voilà, complètement, je sais pas, voilà, sale ou que vous voulez, enfin les clichés qui en général sont attachés un petit peu à ce type de métier. Voilà, il faut mettre la main à la pâte, mais c'est dans un environnement quand même qui est sécure et qui est aussi adapté avec le niveau de modernisation actuel, quoi. Tout à fait. Les machines industrielles de maintenant ont besoin justement d'un environnement relativement propre, sain, donc pour pouvoir fonctionner, parce qu'il y a beaucoup de numérique dedans, donc forcément, on ne travaille pas avec ce genre de matériel dans les vieilles usines comme on peut le penser. Enfin, ce qui se passait à l'époque, ça c'est fini. Maintenant, il faut que ça soit dans un bon environnement pour être utilisé à plein régime. Tout à fait. Si vous aviez justement un conseil, peut-être un conseil aux parents, parce qu'ils sont nombreux aussi aujourd'hui à nous suivre, justement pour chasser un petit peu cette idée que ces métiers de la soudure, de l'ajustage, de la chaudronnerie, ce sont des univers un petit peu, on va dire, vieillots, qui répondent pas forcément aux critères d'attractivité des jeunes de maintenant. Là, il y a encore deux de vos élèves qu'on va entendre. Voilà, ils sont complètement en phase avec leur époque et ils n'ont pas l'air d'être malheureux ou de travailler dans des univers à la Zola. Donc, voilà. Donc il faut, je pense, un petit peu rassurer un petit peu les parents aussi pour leur dire que voilà, l'usine aujourd'hui, c'est pas l'usine d'hier. Non, c'est pas du tout l'usine d'hier. Alors pour rassurer les gens, je dirais oser. Oser l'excellence, notamment avec le groupe Afor, pourquoi pas. Voilà, l'image préconçue qu'on peut avoir de ce genre de métier est totalement dépassée. Renseignez-vous, allez sur les plateaux techniques. Il y a des portes ouvertes aussi qui sont organisées dans les entreprises, dans les centres de formation. Allez vous renseigner. Et je peux vous dire que les métiers en tension, comme l'usinage, la chaudronnerie, même la maintenance, sont bien payés. Bien sûr, parce on ne le dira jamais assez. C'est le problème de l'offre et la demande, forcément. Donc voilà, on gagne sa vie. Même très bien. Oui, même très bien, en faisant un métier valorisant, avec du matériel de haute technologie. Et on peut s'épanouir dans la vie professionnelle et personnelle grâce à ces métiers. Tout à fait. Merci beaucoup Didier pour ces bons messages. Et on va justement appeler aussi un autre de vos étudiants, donc Émile Deleste, qui va nous rejoindre. Donc étudiant en BTS CRPP, donc conception des processus et réalisation de produits. Alors en quelques mots, donc Émile, quel a été ton parcours toi aussi? Moi, mon parcours, bonjour à tous et à tous déjà. Mon parcours s'est déroulé sous plusieurs formes. J'ai commencé mon travail, je travaillais pour financer chez moi, ma mère, aider mes proches. J'ai commencé à travailler vraiment tôt. Directement après mon bac, j'ai commencé à travailler. J'ai laissé les études pour faire cariste. J'ai commencé cariste de nuit et je travaillais coursier en urgence le matin. Donc c'était vraiment très difficile pour moi de soit me reconcentrer sur les études ou de continuer mon cursus scolaire. Donc après un an passé dans la vie active, je me suis totalement réorienté. Je suis parti à la FORP. J'ai fait plusieurs portes ouvertes, connaître le métier que j'avais fait, enfin l'étude que j'avais fait sous mes 3 ans de bac, parce que j'ai fait un bac technicien d'usinage, pour mieux connaître mon métier, mieux voir les débouchés, pour mieux connaître les débouchés de mon métier et me personnaliser dans ma fonction.
Donc ensuite, je suis rentré à la Forp, au groupe Aforp, que je remercie totalement. Je suis rentré au groupe Aforp et je suis rentré aussi chez Airbus, que je remercie aussi, qui a pu m'ouvrir des portes et me spécialiser dans mon métier. Et alors du coup, toi, dans ton apprentissage, tu es dans quel département et qu'est-ce que tu fais tous les jours? Dans mon apprentissage, moi, on peut dire que je suis sous deux départements. Je suis D'accord, au secteur prototype avec mon formateur. Et je suis aussi au secteur usinage. d'accord, Je suis de base à l'école en usinage. Je suis forcément en usinage au secteur outillage. d'accord. Et alors concrètement, au quotidien, tu fais quoi? Tu travailles, j'imagine, sur les pales aussi? Concrètement, au quotidien, je travaille sur les pales. On peut avoir plusieurs opérations de perçage, plusieurs opérations d'usinage qu'on peut revenir sur les pales, mais plus principalement, on travaille sur les montages. Tous les montages que que ce soit n'importe quel secteur a besoin d'un montage pour avoir une rapidité sur l'efficacité de la fabrication de pales ou sur un moule, par exemple. Un moule, on intervient aussi sur les moules. Les moules, quand il y a des problèmes de moules, des vis qui sont bloquées. Les moules, des fois, c'est pas évident de s'occuper des moules, hein. Il faut le dire, le collègue, c'est très difficile sur plein de choses. Et en partie outillage, sur l'outillage, pardon, excusez-moi, sur la partie composite, on peut retrouver plusieurs formulaires de pales. On s'occupe principalement du composite. On peut s'occuper aussi de la fibre de verre. Plein de matières qu'on dit que c'est très sale, c'est très sale, mais on s'occupe de plein de matières. On y va, on rentre à l'intérieur, on perce, on fait des chanfreins, etc. Plein de formations d'usinage, comme je vous disais. Et du coup, toi, tu confirmes un petit peu aussi ce qu'avait dit Didier. Là où tu opères tous les jours, l'environnement te plaît, ce que tu fais te plaît. Voilà, tu te vois comment un petit peu progresser ces prochaines années, hein? Ben, tout à fait, je me vois progresser. Déjà juste en rentrant dans cette entreprise, je me suis vu progresser parce que je suis Très dans bien. deux services. Ouais. Je suis un alternant qui est dans deux services, qui est au service prototype et au service outillage. Donc tu as des connaissances quelque à fait, part un peu tout sur à deux fait. domaines qui Tout à fait. t'enrichissent encore plus, hein. Exactement, tout à fait. Je pourrais totalement me voir en composite et me dire ah, cette matière elle sera dure à usiner, mais comme je connais cette matière en composite, Bien je sûr. sais comment utiliser quel outil, quelle vitesse de coupe. C'est magnifique. Alors, quel, toi aussi, message tu donnerais à d'autres jeunes qui, bah, comme toi, hein, n'ont pas eu un démarrage forcément facile, mais qui, c'est pas parce qu'on a un démarrage compliqué dans la vie, parce que ça arrive à plein de jeunes, pour pas abandonner. Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais pour dire, bah voilà, le secteur de l'aéronautique, c'est un secteur qui fait rêver, et ben même pour ceux qui n'ont pas un démarrage simple, et ben ça peut offrir des super et chouettes perspectives, hein. De la rigueur, beaucoup de rigueur, Mm. beaucoup de rigueur et surtout être fort, faut être fort. Faut être vraiment très fort. Mentalement d'abord. Mentalement et physiquement, comme je vous l'ai dit, hein, mentalement et physiquement, faut être fort. Mm. Et c'est des métiers où on peut retrouver des femmes, hein, Bah, mais il en faut. totalement. Mais il faut beaucoup avoir de rigueur, c'est Ouais. très attentif. Ouais, ouais. Et c'est ça que ça t'a apporté finalement. Beaucoup, oui, aussi. Je veux dire, la rigueur que tu as tous les jours dans ton métier, quelque part, tu l'as aussi intériorisée pour reprendre en main un peu ton parcours personnel d'évolution. Tout à fait. Eh ben, c'est super, impeccable. Merci beaucoup, en tout cas, Émile. Et on va passer à notre dernier invité, Daniel Kiroglou, qui est aussi un apprenti de la Forp et qui est aussi en BTS, lui, chaudronnerie. Bonjour à tous. Bonjour, Daniel. Alors, quelques mots sur ton parcours également. Alors, quelques mots sur mon parcours. J'ai fait un bac pro TCI, donc en chaudronnerie industrielle. Puis du coup, j'ai continué avec un BTS en CRCI en deuxième année qui est en cours. Donc, suite à l'acceptation chez Airbus, que je remercie beaucoup d'ailleurs, qui m'ont beaucoup aidé sur mon parcours. Puis aussi à la Forp qui m'ont accepté, du coup, évidemment, pour cette formation. Donc moi, ce que je fais exactement à l'heure actuelle au sein d'Airbus Hélicoptère, ça serait la chaudronnerie. Ouais. Donc ce qu'on fait exactement ici, c'est des bords d'attaque. Le bord d'attaque est une pièce qui va à l'avant d'une partie aérodynamique, du coup ce qui va faire face à notre fluide. Ouais, c'est Ça celle va qui aussi. est exposée finalement aux éléments, au vent. C'est vraiment la bordure, hein, c'est ça.
Exactement. Ouais. Et ça va aussi du coup sur les avions. C'est pas que pour les hélicoptères. C'est vrai. Ça peut être aussi en inox et du coup tout aussi en titane, seulement pour les pales arrière. D'accord. Et donc, toi, c'est vraiment sur cette partie-là que tu opères. Que sur celle-là. Ok. Et alors, j'imagine pareil, hein, c'est aussi en activité réparation aussi, puisque ça va ensemble. Donc, toi aussi, tu es un peu à cheval entre les deux activités, quoi. On a deux activités, comme vous l'avez dit, mais par rapport à notre production, cela ne va pas changer grand-chose. On va avoir quelques tolérances qui vont changer par rapport à notre gamme, que ce soit de série ou de réparation. Mais sinon, la fabrication reste la même. Ça reste un peu différent. D'accord. Donc, toi, tu m'as dit tu es encore en apprentissage ici C'est ça. jusqu'en août prochain. C'est ça. Ou comment tu te projettes là dans les prochaines années? Dans les années à venir, une petite licence qui peut être envisagée. Tu vas poursuivre un petit peu aussi tes qualifications. Exactement, pour du coup aussi m'expérimenter davantage. C'est clair, tu as raison. Et puis du coup, en espérant de continuer avec Airbus le plus loin possible. Bon, Amandine, message entendu. Super. Et toi aussi, qu'est-ce que tu aurais finalement comme message à d'autres jeunes, garçons, filles, qui aimeraient rejoindre, eh ben, par exemple, ta formation BTS chaudronnerie par rapport aux perspectives de métiers qui sont offerts? Alors, mon message à faire passer, ça serait d'essayer. C'est une expérience à essayer qu'on doit vivre pour le connaître. Donc, n'hésitez pas et foncez. Merci beaucoup. Bah voilà, c'est une très belle conclusion de tous les intervenants. Merci beaucoup et on va passer donc à la séquence ONICEP, la séquence orientation. Bonjour Floriane. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et je vous laisse commencer tout de suite parce que comme on a énormément de questions aujourd'hui, donc voilà, donc je vous laisse dérouler un petit peu tous vos conseils pour ceux et celles qui nous écoutent. C'est entendu. Alors moi, je vais, comme Madame Assar vient de le dire, plutôt aborder les choses sous l'angle de la formation. Alors, un petit instant. Donc, comme on le disait, donc c'est un secteur qui est dynamique et qui a quand même, en 2022, 18 000 recrutements, donc plus de la moitié pour de l'alternance. La filière industrielle, elle est complète, elle a des secteurs d'activité très étendus et c'est également un secteur qui est capable de se saisir des enjeux sociétaux, donc le développement durable, l'égalité, l'inclusion et la formation. Et je vous ai mis sur le côté des noms d'associations qui s'occupent spécifiquement de ça. Donc, Envol, Féminisons les métiers de l'aéronautique et du spatial et Elle bouge. Tout ça, ça va se traduire par une très grande diversité de formations et de parcours. En termes de diplômes, on en a à tous les niveaux, CAP, Bac Pro, Master, licence. En termes de modalités de formation, le temps plein et l'alternance. En termes de domaine de formation, évidemment l'aéronautique, mais aussi ça va être des domaines connexes comme la maintenance, l'industrie métallurgique ou du verre, la logistique, l'électronique, l'informatique, et sans oublier toutes les fonctions support. Ça va être aussi en termes d'évolution de carrière et de reconversion avec des dispositifs de formation professionnelle continue qui existent, comme la validation des acquis de l'expérience, par exemple. En termes d'insertion pro, selon le GIFA, c'est 76% des emplois qui sont des CDI. Le secteur accueille les débutants. Les principaux bassins d'emploi qui sont en Île-de-France, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a des aides financières qui vont permettre d'accompagner la mobilité. Alors, plutôt que de vous faire une liste à l'après-vert de tous les diplômes, on va se focaliser sur quelques idées reçues. Et donc, première idée, pour se former dans l'aéronautique, il faudrait un bac général. Est-ce que ça vous paraît vrai ou faux? Eh bien, c'est faux, évidemment. Alors, pour se former dans l'aéronautique, donc il faudrait un bac général. Vrai ou faux? Évidemment, c'est faux. Après la troisième, on peut tout à fait aller sur le CAP et le bac pro. Et il faut savoir que dans le domaine de la production, c'est quand même des diplômes sur lesquels on recrute. On peut aussi opter pour le bac technologique STI2D, sciences et techniques de l'industrie du développement durable, qui va permettre des poursuites d'études variées, en BTS, en BUT, dans les écoles d'ingénieurs.
Et puis tout ça, c'est sans parler de toutes les formations qui existent en formation professionnelle continue, hein, comme les titres professionnels et les certificats de qualification professionnelle. Alors, pour travailler dans l'aéronautique, il faut un diplôme étiqueté aéronautique, vrai ou faux? Alors c'est faux, hein. Certes, l'aéronautique a besoin de spécialistes du domaine, mais pas que. On recherche aussi des spécialistes de l'électronique, de la mécanique, de la maintenance, des énergies, de la métallurgie, des matériaux. Et évidemment, encore une fois, tous les spécialistes des fonctions support. Alors, je vous ai mis quelques exemples de diplômes. Le BTS cybersécurité, informatique et réseau. Vous avez aussi le BTS électrotechnique, le BUT mesures physiques. Ensuite, la dernière question. L'aéronautique, ce sont des formations et des métiers pour les garçons. Vrai ou faux? Évidemment, c'est faux. La filière, elle souffre, et comme tout me l'a dit, hein, de clichés qui va freiner l'engagement des filles. Alors, il y a les horaires atypiques, par exemple, les efforts physiques soutenus, mais ce n'est pas la norme. Même dans les métiers de production, hein, tout est assisté, notamment par les nouvelles technologies. Les entreprises et les établissements de formation accueillent les filles et les femmes à bras ouverts, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Je vais vous faire un petit focus sur la fonction de technicien supérieur. Donc, c'est une fonction sur laquelle les entreprises peinent un peu à recruter. Les techniciens supérieurs, ils vont jouer un rôle clé en fait dans la chaîne de conception et de production. Ils vont exercer dans les bureaux d'études, sur les essais, en méthode, en préparation de production ou encore dans le domaine de la qualité. Donc, c'est une fonction qui est accessible à Bac+2, à Bac+3. Donc, ça va être des BTS, brevet de technicien supérieur, les BUT, bachelor universitaire de technologie et les licences professionnelles. Les formations, elles vont être soit spécifiques à l'aéronautique ou soit dans d'autres domaines, comme j'ai pu le citer, la maintenance, la métallurgie. Pour les personnes qui auraient validé 2 années d'enseignement supérieur, un BTS, ou 2 années de licence, par exemple, on peut tout à fait compléter sa formation avec une licence professionnelle. Je crois que c'est ce que Daniel veut faire d'ailleurs. Et également, pour les personnes qui auraient l'expérience professionnelle, mais qui n'auraient pas le diplôme requis. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a le dispositif de VAE, validation des acquis de l'expérience, qui permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme. Et vous avez également au sein des universités ce qu'on appelle la VAP, la validation des acquis professionnels, qui va permettre d'intégrer notamment une licence professionnelle sans avoir le diplôme exigé. Alors, en conclusion, je dirais que c'est un secteur dynamique qui offre des opportunités à tout le monde, à toutes et à tous. Je vous invite à aller sur nos sites onicep.fr, Onicep TV, si vous voulez compléter les informations, les approfondir. Vous allez pouvoir trouver des informations sur les diplômes, les métiers, l'offre de formation. Et sur notre site avenir au pluriel.onicep.fr, vous allez pouvoir retrouver des outils et des ressources pédagogiques pour travailler, par exemple pour des collégiens, tout ce qui est découverte des métiers, et puis aussi à tous les niveaux pour pouvoir travailler à l'élaboration de son projet de formation. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est nous, Floriane, qui vous remercions, et j'invite effectivement à suivre un petit peu tous les conseils que vous nous avez donnés et aller chercher les ressources disponibles sur le site de l'ONICEP, qui est une mine d'or pour peu qu'on soit un petit peu curieux et chercher les informations à cet endroit. Merci beaucoup, Floriane, et on va essayer alors très vite, puisque sinon à 15h30, nous devons effectivement conclure. Donc, on va essayer de répartir un petit peu toutes les questions. Alors, donc là, j'ai un cas concret. Clément, ça va être pour vous. Je suis collégien en classe de 4e et je voudrais savoir combien d'années après le bac sont nécessaires pour exercer le métier d'ingénieur en aéronautique. Alors, en même temps, l'ingénieur en aéronautique, c'est vague parce qu'il y a plein de, j'imagine, d'autres peut-être spécialités.
Oui, le Et je parcours vous laisse, classique, c'est voilà. le diplôme d'ingénieur, c'est C'est ça. bac plus 5. Donc c'est Absolument. 5 ans après le bac, Exact. sachant qu'il y a quand même des petites passerelles qui peuvent exister dans certaines filières, mais principalement c'est Voilà. 5 ans après le bac. Soit 5 ans directement en école d'ingénieur, Post-bac. en post-bac directement, soit par une classe préparatoire, CGE. et concours aux grandes écoles et intégration d'un cursus de 3 ans en Exact. école d'ingénieur. Alors, ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est passer par la voie de l'apprentissage. Une fois que vous avez fait ou un BTS ou une licence, voire un BUT, eh bien, il y a une passerelle vers les écoles d'ingénieurs également. Voilà. Exactement. Et je précise qu'il y a aussi des écoles d'ingénieurs en alternance C'est vrai. qui permettent de mettre déjà un pied dans la vie active. Donc le CNAM notamment fait beaucoup ce genre d'école d'ingénieurs. Donc il y a vraiment un panel complet. Oui, oui. La plupart des écoles sont généralistes, C'est donc ça. c'est-à-dire qu'elles ouvrent. Il n'y a pas une école Non. particulièrement aéronautique, même s'il y en a qui sont Plus spécialisées. spécialisé, oui. Moi personnellement, je fais les arts et métiers. Il n'y a pas aéronautique dans les arts et métiers. Pour autant, je crois qu'on est une des plus grosses communautés d'ingénieurs au sein d'Airbus. Tout à fait. Donc c'est pour dire que voilà, il n'y a Oui, pas, oui. il y a pas une école privilégiée Non. qui permet d'entrer. Et après, c'est diplôme de la d'ingénieur, volonté Ouais, tout à fait. et c'est le parcours qui va déterminer. Le diplôme s'efface assez vite une fois qu'on est rentré dans l'entreprise. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors là, ça sera peut-être plus pour Amandine. On nous demande effectivement, donc vous opérez autant la filière civile que militaire. Et est-ce que pour cette dernière filière militaire, vous avez un partenariat avec le ministère de la Défense? Alors forcément, on travaille étroitement avec le ministère de la Défense pour nos activités militaires. On a la possibilité de participer à des programmes, à des cursus militaires une fois qu'on est dans l'entreprise. Donc tous les ans, on a quelques-uns de nos salariés qui participent, qui sont candidats et certains ont la chance de pouvoir intégrer des formations qui sont plutôt destinées à des parcours militaires, tels que l'école de guerre, l'IHEDN, donc l'école de Oui, l'Institut haute défense absolument national. Donc c'est le genre de passerelle qui existe entre l'industrie et les ministères et le ministère de la Défense. D'accord. Et alors pour les apprenants, c'était le deuxième bout de la question, apprenants ou actifs voulant changer de filière, voilà, est-ce qu'il y a des passerelles pour passer finalement d'un secteur civil au secteur militaire, à mon avis, sans problème? Très facilement. Clément l'a expliqué, hein, il l'a lui-même expérimenté en ayant travaillé sur certaines de nos machines qui sont des machines militaires, comme le Tigre, comme le NH90, et c'est tout à fait possible, avec le même métier, de passer du civil au militaire dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Et vous pouvez garder le micro parce qu'on me signale qu'il y a souvent des bugs sur votre plateforme. Hein. Voilà, et que la personne en question, eh bien, dans le choix du menu déroulant, n'a pas pu postuler. Et donc, elle souhaitait savoir comment faire quand ça bug comme ça pour quand même essayer de postuler sur votre site. Alors, la première des choses que je dirais, c'est de réessayer. Et je suis désolée si ça a bugué parce que c'est quand même la voie la plus sûre pour être certain d'avoir sa candidature prise en compte. De la même manière, on me demandait aussi, quand on n'a aucun titre, aucune qualification, même pas un CQPM, est-ce qu'on peut quand même rentrer chez Airbus? Oui, parce qu'on forme en interne et on fait... Alors peut-être Clément, tu vas pouvoir l'expliquer un peu mieux que moi. Vous avez lancé plusieurs sessions de CQPM ces derniers temps, donc formé de nombreuses personnes. Oui, exactement. Donc effectivement, on prend des personnes en reconversion. Donc on a des belles histoires à raconter, on a des boulangers, des esthéticiennes, on a tout type de métiers qui souhaitaient se réorienter, donc il n'y avait pas du tout un profil pour venir travailler dans l'aéronautique. Et des gens en difficulté aussi, qui étaient souvent en marge de l'emploi, qui ont été réorientés dans nos filières. Et donc, globalement, ce qu'on demande, c'est assez simple hein, sur la filière CQPM, c'est un niveau 3e en français et en mathématiques. Pour avoir la capacité, on a des fiches techniques, donc c'est des documents qui nous permettent de travailler. Donc il faut comprendre ce qu'on lit,
il faut avoir un minimum de base, mais ce n'est pas un niveau exceptionnel. Et ce qu'on recherche, c'est des valeurs. Pour être très clair, quelqu'un qui est engagé, qui a envie, quelqu'un qui va avoir le respect. Il y a des hiérarchies, on est dans une entreprise avec des règles, on doit suivre ces règles, et à partir de là, on peut s'épanouir. Chez nous, il n'y a aucun problème. Il faut nous montrer de l'envie, et je veux préciser, il y a beaucoup l'honnêteté. Oui. On fait un métier, une pale, c'est ce qu'on appelle un élément critique de l'appareil. Si la pale casse, l'hélicoptère se crache. C'est clair. Et c'est un niveau d'exigence qui est très fort. Et on est tous humains, on a le droit à l'erreur. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de masquer ses erreurs. Oui, oui, c'est sûr. Et donc, chez nous, c'est extrêmement important d'avoir cette culture-là. On ne sanctionne pas l'erreur. Au contraire, je ne dis pas qu'on la valorise parce qu'on aimerait qu'elle n'arrive pas. Néanmoins, on souhaite apprendre des erreurs. Et donc, c'est vraiment l'honnêteté qui prime et d'aller dire, on lève la main, j'ai fait une erreur. Et donc, c'est ce qu'on va venir tester lors des entretiens, un peu ce genre de comportement. Exactement. Et donc, le niveau de départ... je vais dire, sur certains métiers de chez nous, il n'y a aucune école qui forme à ce qu'on fait. On peut avoir un bagage, mais il n'y a pas d'école qui équilibre des pales. Ça n'existe pas. Donc, ça sera formé sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller plutôt vers les valeurs, même si, effectivement, s'il y a un bagage technique, l'apprentissage se passera généralement plus vite que sur quelqu'un qui n'a pas. Mais la filière CQPM, on a ouvert, je crois, une dizaine de sessions l'année dernière. On rouvre 10 sessions cette année. C'est à peu près 10 à 12 personnes par session. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose sur lequel on investit. Et donc, on recherche en permanence des candidats pour rentrer dans ces filières-là. D'accord, merci Clément. Et Amandine, est-ce que vous êtes en lien avec les campus des métiers et de l'aéronautique? Oui, nous sommes en lien très proche avec le campus des métiers de l'aéronautique, bien sûr. Alors, autre question, quelle est la place de la maintenance dans l'aéronautique? J'imagine incontournable aussi. Alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle maintenance, parce que la maintenance chez nous, c'est vrai, il y a la maintenance, la réparation des pales. Pour autant, la maintenance industrielle, celle sur les équipements, on recherche, on a des postes ouverts sur. Donc, on a énormément on a un parc industriel et de machines qui est assez important. On a une dizaine de centres d'usinage. On a des moules pour chacune des pales, donc ça accumule de l'hydraulique, de l'électronique, de l'électricité de puissance. De la mécanique des fluides. Donc tous ces paramètres de la maintenance industrielle, évidemment, on a des personnels qui entretiennent notre parc industriel. Donc ces métiers-là sont ouverts aussi au sein d'Airbus Hélicoptères sur le site de PLB, mais aussi sur le site de Marignane. Donc c'est une filière qui est aussi ouverte en cours, vraiment un panel très large. Donc si on est passionné par l'aéronautique et qu'on aime bien aussi la maintenance, les deux peuvent se rejoindre sans aucun problème. Parfaitement. Absolument. Alors là, nous avons un ingénieur électronique fraîchement diplômé et pilote hélicoptère qui aimerait s'orienter dans la conception, si possible des commandes de vol. Proposez-vous des thèses CIFRE? Et peut-on proposer des sujets de recherche? Alors oui, tous les ans, nous intégrons quelques personnes pour mener des thèses CIFRE. Après, vous répondre précisément, est-ce que dans le domaine de cette personne, nous avons des besoins? Je ne saurais pas y répondre spontanément, mais oui, de la même manière, sur notre site Airbus, on publie aussi ce type d'offres. Très bien, donc là aussi, on invite tout le monde à aller sur ce site. J'ai une question pour vous, Cyril. Donc, voilà, quelqu'un qui a été attentif à toutes les explications, qui dit que finalement, réparer une pale semble plus compliqué qu'en faire une neuve. Sur quels critères réparez-vous une pale et quelle économie peut être obtenue? Alors après, pour réparer une pale au niveau économique, effectivement, le prix d'une pale, ça varie, alors bien évidemment de la machine et du nombre de pales sur le rotor.
Et effectivement, si, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un département qui fait de l'entretien rapide, ça va avoir un moindre coût pour le client pour réparer sa pale, étant donné qu'en plus on va passer moins de temps dessus. Et ça va avoir aussi un impact au niveau environnemental, puisque on va refaire vivre une pale, quoi. Donc, exactement. Voilà. C'est plutôt positif, C'est tout positif. ça en bout de course. Alors, nous avons quelqu'un qui a une licence en mathématiques et des études récentes dans le domaine de l'ingénierie générale. Quelles sont les possibilités de stage et d'apprentissage continu que vous offrez? J'imagine plein de choses également. Avec ce bagage, effectivement, licence en mathématiques, après peut-être plus s'orienter vers des choses techniques en ingénierie, à mon avis. Vous me dites, Clément, si vous pensez qu'effectivement, avec ce bagage, il y a des choses à faire. Alors, pour être très concret, oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est un profil qu'on orientera peut-être plus vers du design, et notamment on a un département calcul très important, donc qui certifie tous nos produits. Donc on calcule les durées de vie de chacun des petits composants qui composent un hélicoptère. Donc je dirais, comme ça, c'est la première idée qui vient en tête. Mais encore une fois, c'est vraiment une capacité à s'adapter et à être curieux du métier. On ne peut pas connaître les métiers avant de les avoir exercés. Et donc, je dirais, tous les métiers de l'ingénierie semblent ouverts, mais il y a du support à la clientèle sur lesquels on a des bases de données assez grandes, et on a besoin de personnes sur du big data, par exemple. Donc, c'est peut-être plus proche des mathématiques. Donc, voilà, c'est ouvert vraiment sur tous les types de métiers. Encore une fois, c'est de la volonté, beaucoup de volonté, et on trouve sa voie. Tous les métiers existent. L'hélicoptère, c'est un concentré de technologie. Il y a vraiment tout. Il y a de l'informatique, de l'électronique de puissance, de l'électronique. Enfin, il y a vraiment tout. Donc, on peut toujours trouver sa voie au sein d'un hélicoptère. C'est tout petit, mais il y a tout dedans. C'est un concentré, effectivement, de plusieurs métiers. On nous demande également si vous avez des besoins de spécialistes en thermodynamique. Sur le site de Marignane, on précise, sur le site de Marignane. Alors, Joker, exactement, je ne sais pas est-ce qu'il y a des spécialistes en thermodynamique chez Airbus Hélicoptère? La réponse est oui, évidemment. Est-ce qu'il y a un besoin ponctuel à l'heure actuelle? Honnêtement, je ne sais pas vous répondre parce que c'est assez loin de mon domaine. Pour autant, il y a des aérodynamiciens, des thermodynamiciens. Donc oui, c'est des compétences qui peuvent être recherchées. Est-ce qu'elles le sont à l'instant T? Je pense qu'on recrute dans à peu près tous les domaines et les métiers de notre entreprise. On le disait parce qu'on est en croissance, parce qu'on a des nouveaux projets, des nouveaux programmes, mais aussi parce qu'on a une attrition naturelle qui fait que dans à peu près toutes les spécialités et tous les métiers, on recrute. Et d'autant plus, pour revenir à la question précédente, quand on est ingénieur généraliste, le panel des offres possibles est extrêmement large. Tout à fait. Alors, on nous demande aussi si, est-ce que des profils qui n'ont pas travaillé dans le secteur aéronautique peuvent postuler? Ça, vous l'avez dit, tous. Très bien répondu à cette question. Tout à fait. Quels sont les avantages? Oui. Et vous pouvez redire. Pour être sûr que cette personne postule en ligne, on va lui redire oui. Mais bien sûr, encore une fois, généraliste, on forme. Oui, c'est ça qu'il faut faire. À partir du moment où on forme, on prend une capacité à apprendre. Bien sûr. Pour être très clair. Et donc, c'est mieux, évidemment, si la personne a des bases, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord. Et pour continuer dans ce que vous aviez aussi dit, mais pour répondre à la personne, quels sont les avantages et les opportunités de carrière offertes aux employés d'Airbus Hélicoptère? On l'a un petit peu dit, il y a des passerelles entre vos différents départements au sein d'Airbus Hélicoptère, mais de manière plus large, même je pense entre toutes les divisions peut-être d'Airbus. Site et entre les divisions, donc les 3 grandes divisions d'Airbus, c'est les hélicoptères, c'est les avions et c'est toute la partie espace et défense. C'est vrai. Voilà, donc là aussi, les opportunités de travailler à différents endroits, dans différents domaines et sur différentes activités sont très très larges. Alors, on a une question, on va prendre encore 2. Alors, je vois que le compteur des questions s'affole. De 26, on est passé à 37. Donc, alors, on répondra sûrement peut-être pas à tout. C'est pour ça que je vais encore en prendre 2, puisqu'il est déjà 34.
pour ceux et celles à qui on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à prendre le mail d'invitation et d'inscription de ce webinaire pour poser la question et on vous y répondra sans aucune difficulté. Alors pour les 2 questions encore que je voulais prendre, en tant qu'étudiante, bonne nouvelle, en ingénierie avec une spécialisation en instrumentation et maintenance industrielle, donc passionnée par la robotique, cette jeune femme se demandait si le domaine aéronautique pouvait être une voie adaptée à son profil. Alors moi, Encore et toujours oui. Voilà, bah écoutez, voilà. Encore une fois, c'est oui, on a sur le site du Bourget, par exemple, si c'est de la robotique, on a 2 robots, un qui peint les pales automatiquement, un qui les ponce. Donc on développe ces technologies sur le site de Marignane. Il y a évidemment plus de débouchés parce que le volume est plus gros, mais bien sûr c'est quelque chose qu'on peut faire. Et si c'est dans l'instrumentation, au niveau du département prototype, typiquement nos pales sont instrumentées pour aller en vol et pour mesurer par exemple les déformations pour qualifier ces pales. Donc dans l'instrumentation oui, dans la robotique oui. Donc c'est un oui franc et massif. C'est clair, ça sera peut-être même la conclusion. Mais avant ça, j'avais juste encore une dernière question, Amandine, pour vous. C'était la grande question de l'inclusion des personnes handicapées. Et en plus, je vais aussi partiellement répondre à ce monsieur, puisque nous avons reçu lors d'un live IMT pour l'industrie du futur une personne de chez Airbus, puisque vous avez aussi un département au sein d'Airbus qui est consacré justement à l'inclusion des personnes handicapées. Et oui, vous pouvez en tout cas postuler sur des postes, puisqu'il y a effectivement ce type de profil est également adressé et la personne en charge est également en lien avec les organismes qui sont cités en exemple, notamment l'AGFIP, mais il y en avait également d'autres. Donc oui, là-dessus, j'avais moi aussi été surprise que des moyens qui sont d'ailleurs affectés par Airbus sur ce volet-là. Oui, dans les équipes ressources humaines, nous avons un département inclusion et diversité. Le volet handicap fait partie de nos objectifs d'intégrer plus de personnel en situation de handicap dans l'entreprise. Parce que vous avez plein de postes qui sont adaptables en fait. Et on a là aussi des belles histoires qu'on pourrait raconter de personnel, par exemple malentendant, avec lesquels on sait parfaitement travailler. Vous vouliez peut-être sur le site du Bourget, on a quelques exemples évidemment. Et ce qui est important, c'est pour nous dès le départ de savoir. On travaille étroitement avec la médecine du travail pour déterminer justement les postes qui peuvent être adaptés au handicap de la personne. Et évidemment pour nous, c'est une personne comme une autre. Donc, on prend les dispositifs pour s'assurer qu'elle puisse travailler dans les bonnes conditions. Mais à part ça, ça reste un oui franc et massif. Je le redis. Écoutez, ce sera un petit peu notre mot de la fin. Alors, je suis vraiment désolée si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais comme je vous l'ai indiqué, pour pas vraiment que vous restiez sur votre faim et sans réponse, on s'engage comme chaque fois à répondre à toutes vos questions. Donc, reprenez le mail d'invitation, formulez votre question et on se mettra, si besoin, en relation avec les personnes pour avoir les bonnes réponses. Mais on s'engage à vous répondre sans aucune difficulté. Vous pouvez aussi passer par le forum du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, où vous avez un espace où vous pouvez vraiment vous exprimer sur les questions que ce secteur en particulier vous pose. Et en tout cas, c'est vraiment un signe aujourd'hui, c'est l'engouement du nombre de questions montre le degré d'intérêt des jeunes vers ce secteur. Donc, je pense que votre site n'a pas fini de bugger. Donc, prévoyez justement de le renforcer parce que, à mon avis, vous aurez quand même pas mal d'informations et surtout de candidatures qui vont en tout cas affluer. Je n'en doute pas. Donc, je remercie toutes et toutes pour vraiment avoir participé à ce webinaire orientation qui, j'espère, aura encore pu donner le maximum d'informations sur l'ensemble de vos métiers. Et un grand bravo à chacun de vous pour la partie
de ces pales sur lesquelles vous intervenez, parce que voilà, on le dit, on le redit, c'est vraiment, je pense, pour chacun un élément de fierté que de pouvoir contribuer à la réalisation de ces super beaux produits. Alors, je ne sais pas si à la caméra on voit la maquette, c'est pas un modèle qui vole, mais en tout cas, rien que d'être à côté, c'est quand même assez impressionnant. Donc, bravo à chacun pour ce que vous faites. Et puis, pour les jeunes apprentis, je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre suite, dans votre parcours. Et puis, écoutez, laissez exprimer votre passion pour l'aéronautique. Je pense qu'elle vous le rendra bien également. Voilà. Donc, avant de vous quitter, je voulais aussi, vous dire qu'un replay, c'était aussi une des questions qui était dans le chat. Eh bien, oui, il y aura un replay qui sera en ligne dès demain. Donc, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'IMT, mais il sera également envoyé aux personnes qui se sont inscrites donc à ce webinaire orientation. Je voulais également remercier donc Alison Larocque donc d'Airbus Hélicoptère d'avoir fait le maximum pour que tout se passe vraiment dans les meilleures conditions. Merci à elle d'avoir été sur le pont depuis plusieurs mois quand même pour préparer tout ça. C'est pas mal de travail, mais je crois que le résultat, en tout cas, en vaut la peine. Si de l'autre côté de l'écran, vous avez envie de vous destiner à ces beaux métiers, n'hésitez pas, vous l'avez compris, c'est un grand oui, global, massif, pour venir rejoindre Airbus et toutes les belles maisons, entreprises qui sont dans ce secteur de l'aéronautique. Voilà. Quant à nous, on vous donne rendez-vous donc le mois prochain. Là, on va quitter l'Île-de-France pour nous rendre en Occitanie. Chez Trifil, un établissement public de valorisation des déchets. Donc là aussi, on sera sur une problématique de transition écologique, énergétique. Donc là aussi, des métiers un peu nouveaux, qu'on vous invite aussi à découvrir avec nous le mois prochain. Donc n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Vous avez le groupe des webinaires Orientation Ose les métiers de l'industrie du futur et bien sûr le groupe aussi Osons l'industrie. Vous pouvez nous rejoindre. Je vous remercie encore toutes et toutes et puis je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.